Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon parcours de vie, de ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, comment est-ce que j'en suis venue à faire ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en sois là actuellement. Pour commencer par le début, je suis née en 1993, je vais avoir 30 ans cette année. J'ai grandi en région bordelaise et dès toute petite, j'étais passionnée par tout ce qui était les plantes, les remèdes de grand-mère. Mes jeux d'enfance, c'était de créer des potions magiques et de soigner d'autres personnes avec des plantes. Je remercie ma famille qui a accepté généreusement de boire de multiples infusions froides, entre autres. Quand j'avais 6-7 ans, j'ai été très inspirée par les consultations d'homéopathie auxquelles j'allais pour moi, auxquelles mes parents m'emmenaient. Et j'ai voulu devenir homéopathe parce que je trouvais ça fascinant et c'était vraiment quelque chose qui m'émerveillait en fait, de voir, d'écouter les partages qu'il pouvait y avoir à ce propos et de comprendre cet univers. J'ai été dans une école primaire qui avait une pédagogie freinée, donc une pédagogie alternative. Et je pense que ça m'a nourrie dès toute petite de vraiment voir les choses différemment. C'était une école où on apprenait vraiment l'autonomie. C'était une école où on apprenait à être autonome dans notre travail, à avoir un regard critique sur ce qu'on faisait et à choisir de manière raisonnée les différentes activités qu'on pouvait faire dans la journée. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément appris dès très jeune à construire une méthode de travail notamment. Quand j'étais ado, j'adorais tout ce qui était les jeux de rôle et bizarrement, quel que soit l'univers dans lequel les jeux se passaient, je choisissais toujours le rôle de la guérisseuse. Donc j'étais un peu prédestinée à retourner vers un rôle de thérapeute, mais je me le suis pas autorisée tout de suite. À l'école, j'étais un peu la bonne élève, sage, plutôt douée. Et par contre, je stressais énormément, je me mettais beaucoup de pression, je me demandais beaucoup de travail pour avoir des bonnes notes et je pense que ça m'a généré énormément de tensions à la fois physiques, puisque très rapidement j'avais mal au dos, etc. Mais aussi beaucoup de tensions psychiques et du coup beaucoup de tout ce que le stress peut engendrer et je pense que vous connaissez tous un peu les effets du stress sur la santé. Et c'est au lycée, finalement, que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. À la sortie du lycée, un jour, j'ai été complètement immobilisée par une douleur fulgurante qui est arrivée dans la jambe. Et en fait, c'était des douleurs qui venaient plus du nerf sciatique. Ça a été vraiment complètement fulgurant. Enfin, j'ai pas vu le truc venir et d'un seul coup, je pouvais plus marcher et j'avais super mal. Et c'était vraiment très compliqué. Et en fait, c'est passé plus ou moins, mais en fait, c'est jamais vraiment passé. J'ai eu des douleurs comme ça très très fulgurantes au début. Et puis en fait, c'est des choses qui sont passées dans de la chronicité très très rapidement. J'avais beaucoup de douleurs dans le bas du dos, je comprenais pas trop ce que c'était, donc j'ai fait un tour à la fois chez le médecin, chez l'ostéopathe, chez plusieurs professionnels de santé pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer. Tous les médecins que je suis allée voir me disaient que les analyses étaient normales, qu'il n'y avait pas de soucis particuliers et qu'en fait, il y avait rien en fait. Donc que c'était dans ma tête le problème. Pour moi, ça a été très très dur parce que pendant 4 ans, je suis passée comme ça de médecin en médecin qui me disait que j'avais aucun problème de santé et qu'en fait tout ce qui se passait c'était dans ma tête et qu'en fait j'avais pas de douleur. Alors que moi je ressentais très très bien les douleurs physiques et la fatigue que j'avais. Il n'y avait pas de reconnaissance en fait de ces souffrances-là. Donc ça a été extrêmement difficile à vivre pour moi à cette époque. En parallèle de ça, j'ai continué mon parcours scolaire. Donc je suis partie en filière scientifique. Et comme j'étais plutôt une très bonne élève, en gros, les choix qui s'offraient à moi de manière classique, on va dire, et un peu naturelle, c'était d'aller en médecine ou d'aller en prépa scientifique. J'avais l'impression que j'avais pas trop d'autres choix que ça. Et je me suis pas vraiment plus renseignée que ça. J'avais à la fois très très envie d'aller sur le côté médical parce que j'étais toujours passionnée par ce côté de prendre soin de la santé.
Mais j'avais des résistances, notamment j'avais pas du tout envie de faire des dissections et je savais que c'était obligatoire et que j'y couperais pas en médecine, contrairement au lycée où j'ai réussi à passer outre la dissection de la souris à peu près. Et j'avais des résistances aussi par rapport à l'approche médicamenteuse parce que c'était pas trop mon truc. Je crois que j'ai pris mon premier Doliprane vers 18 ans et mes premiers antibiotiques, je les ai pris il y a quelques mois, donc à 29 ans. Du coup, c'était un peu un choix par défaut et j'ai décidé d'entrer en prépa scientifique. Et avec tout le stress que ça pouvait générer, toute la difficulté de ces études laborieuses, bourrage de crâne, avec des emplois du temps rocambolesques, très très chargés, énormément de travail et évidemment, avec tout le stress qu'il y avait pendant ces études, mon état s'est aggravé. Donc j'ai eu de plus en plus de douleurs qui se sont transformées petit à petit et je comprenais pas ce qui se passait. Donc j'avais vraiment très peur pour mon corps. Mais d'un autre côté, comme j'étais à fond dans mes études et que j'avais un peu ces injonctions qu'on a en classe prépa quand on est un peu le nez dans le guidon, de me dire j'ai pas le choix, je continue, je me donne à fond, on verra après. Et du coup, tout le reste passait après mon travail, y compris ma santé. Donc à cette époque-là, en fait, je m'écoutais pas, je sacrifiais complètement ma vie personnelle et j'étais tellement perfectionniste que je m'épuisais au quotidien. Je culpabilisais d'ailleurs au moindre signe de faiblesse parce que je considérais que c'était pas normal d'être fatiguée et de pas être capable d'abattre des quantités de travail énormes. À 18 ans, j'ai passé le concours des écoles d'ingénieurs et une fois le concours passé, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait dans ce domaine-là. J'ai continué un peu par défaut aussi parce que je ne pouvais pas m'arrêter là en plein milieu. Donc j'ai intégré une école parisienne, l'Institut d'optique, spécialisée en photonique, c'est-à-dire la science de la lumière. Et là-bas, la diversité des cursus était assez large, donc je me suis dit que j'allais forcément trouver quelque chose qui finirait bien par m'intéresser. Et c'est à ce moment-là que l'entrepreneuriat m'a fait de l'œil pour la première fois, parce qu'il y avait une filière qui s'appelait la filière FIE, filière Innovation Entrepreneuriat. Je ressentais qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, qui m'appelait là-dedans, mais c'était pas pour tout de suite, comme si j'avais d'autres choses à faire avant. J'avais surtout très envie de revenir à des thématiques de santé, après avoir passé 2 années à me bourrer le crâne de physique et de maths au quotidien. Dès mon entrée dans l'école d'ingénieur, j'ai choisi que je ferais un cursus en double diplôme, un cursus d'ingénieur en physique biomédicale à Stockholm, en Suède. Et du coup, j'ai tout fait pour m'en donner les moyens, pour avoir les notes qu'il fallait pour pouvoir partir dans ce cursus. Et je me suis aussi beaucoup lâché la grappe par rapport aux études parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était le plus important pour moi, c'était d'être en mesure de partir à Stockholm et que le reste, j'avais envie de profiter un peu de ma vie. Il y a des choses qui se sont un peu calmées par rapport à mon corps. C'est là que je me suis pas rendu compte à ce moment-là, mais l'état émotionnel, c'était vraiment quelque chose qui était hyper important et qui me permettait justement d'avoir un équilibre qui était important. Pendant l'été, entre ma première et ma deuxième année d'école d'ingénieur, j'ai changé de médecin pour la xème fois. J'ai pas compté combien de fois j'ai changé de médecin en 4 ans, mais globalement, à chaque fois qu'on me disait que j'avais rien et que les analyses étaient normales et que c'était moi qui a inventé que j'avais mal, en fait, ça me convenait pas comme réponse, donc je cherchais des solutions, donc je changeais de médecin. Et ouais, je pense que j'ai dû voir, ouais, je sais pas, mais bien une dizaine de médecins différents en 4 ans, en fait. Donc j'ai finalement changé de médecin. Ce nouveau médecin a eu l'intuition de me poser des questions et de me proposer des nouveaux examens qu'on m'avait jamais proposés avant. Et finalement, avec quelques prises de sang et un IRM, en l'espace de 1 mois, j'ai été renvoyée vers un rhumatologue qui a enfin posé des mots sur ce que j'avais depuis plus de 4 ans, c'est-à-dire une spondylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune, une maladie rhumatismale. À ce moment-là, le rhumatologue m'annonce que c'est une maladie qui est incurable et qui va faire que empirer. Et la seule solution qu'on me propose, c'est des anti-inflammatoires qui seront de plus en plus forts parce que plus on les utilise et moins ils feront effet. Il me dit aussi que ensuite on va me faire des infiltrations quand il n'y aura plus d'autres solutions, mais que c'est juste des solutions un peu cache-misère, que dans tous les cas ça soignera pas et ça fera juste que atténuer un peu la douleur. On m'annonce que inévitablement je vais finir ma vie dans un fauteuil roulant et on me propose de remplir les papiers pour passer en ALD, pour pouvoir être éligible au statut aussi d'handicapé. En fait, finalement, ça n'a rien changé du tout, ce diagnostic, pour moi, tout simplement parce que j'y ai pas cru. J'étais super contente d'avoir enfin une reconnaissance de oui, j'ai quelque chose, il se passe quelque chose dans mon corps, mais j'étais pas d'accord pour croire à ce qu'on me disait qu'il allait se passer pour moi. Je me suis dit, mais qui c'est en fait ce rhumatologue pour me prédire à quoi ma vie va ressembler? J'ai envie de faire la vie que je veux
Et je crois que j'ai grandi avec cette conviction que tout est possible et que rien n'est irréversible. Et j'avais déjà ce truc-là au moment du diagnostic, quand j'avais 20 ans. C'est vraiment quelque chose qui était inné à l'intérieur de moi. Donc j'ai suivi ma voix intérieure et j'ai suivi mon instinct et j'ai décidé de refuser de prendre les médicaments qu'on m'a proposés. C'est mon corps à moi, c'est moi qui choisis ce que je fais et j'assume entièrement mes choix. Et j'étais persuadée que autre chose était possible, mais j'avais aucune idée de quoi à ce moment-là. Et en fait, 2 jours après, je vais dans une bouquinerie et je tombe sur un livre qui s'appelle Réduire au silence sans maladie auto-immune avec le régime signalé. Je feuillette rapidement le livre et là je me rends compte qu'on parle de la spondylarthrite. Ni une ni deux, je m'empresse de l'acheter, de le lire et 2 jours après j'avais entièrement modifié mon alimentation du tout au tout. Ça a été vraiment une décision radicale pour moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi ça a été vraiment ok. J'étais dans une telle douleur à ce moment-là, une telle crise inflammatoire que j'ai tout changé du jour au lendemain. Et en l'espace d'un mois, j'ai calmé l'énorme crise que j'avais depuis plusieurs mois à ce moment-là. Ça a été incroyable pour moi et j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé la baguette magique. Mais en fait, c'était que le départ de mon parcours vers moi. Donc je me suis vraiment focalisée sur l'alimentation dans un premier temps et je pense que je suis tombée dans à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire quand on passe à une alimentation différente, à un régime alimentaire qui est un peu différent. Je suis tombée dans l'hyper-contrôle. J'ai fait beaucoup de recherches aux États-Unis parce que j'étais persuadée que, comme les médecins m'avaient dit en France qu'on pouvait rien faire pour moi, j'étais persuadée que j'allais trouver des solutions ailleurs, à l'étranger. Donc je me suis beaucoup renseignée sur d'autres manières de s'alimenter et d'autres régimes alimentaires où il y avait beaucoup d'études aux États-Unis notamment. Petit à petit, j'ai enlevé beaucoup de choses de mon alimentation. J'ai fait des analyses d'intolérance alimentaire et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses effectivement auxquelles j'étais intolérante. Du coup, je me suis privée de beaucoup de choses. En parallèle, j'ai continué à suivre mes cours d'ingénierie en me rattachant à tout ce qui me plaisait particulièrement, notamment tout ce qui était les cours en lien avec la biologie médicale, la physiologie et toutes les interfaces entre physique, biologie et le médical. À l'issue de mes études d'ingénieur, j'ai commencé une thèse au Canada qui devait durer 3 ans, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. 3 mois après mon départ, j'ai eu un accident de voiture qui m'a bien secouée émotionnellement. J'en reparlerai peut-être sur un autre épisode. Suite à cet accident, j'ai remis en question beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que je m'épanouissais pas du tout dans ma vie professionnelle et je me sentais complètement piégée. J'avais la sensation que je ne pouvais pas faire autrement que de passer les 3 prochaines années dans une filière que j'aimais pas du tout, dans une ville que je n'aimais pas du tout, et sans aucune relation amicale et familiale sur place au Canada. Donc de retour en France, au bout de ces 3 mois, j'ai commencé une crise existentielle où je voulais plus être ingénieure, où je voulais plus faire cette thèse, où je voulais plus aller au Canada, où j'avais plus aucun sens dans ma vie et je savais plus pourquoi est-ce que j'avais fait ces études d'ingénieur. J'ai commencé un suivi avec une psychothérapeute qui m'a d'abord aidée dans un premier temps à prendre conscience que oui, c'était possible d'arrêter cette thèse que je n'aimais pas et que c'était pas une fatalité. Et puis grâce à elle, et grâce à l'accompagnement aussi de la naturopathe qui me suivait à l'époque, j'ai pris conscience que je voulais autre chose et je me suis reconnectée à ce que j'avais toujours aimé depuis que j'étais toute petite, c'est-à-dire le soin, les médecines naturelles et aussi la magie. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que ma vocation, c'était d'être une sorcière au sens de femme médecine. Vous savez, ces femmes guérisseuses un peu de l'époque médiévale, qui ont la connaissance des plantes, qui ont une espèce de forme de sagesse. Et je crois que ça a été vraiment le déclic pour moi. J'ai commencé en parallèle à ce moment-là une formation de programmation neurolinguistique à l'Institut PNL de Bègle, qui m'a beaucoup servi par la suite, d'un point de vue personnel et professionnel. C'est aussi à ce moment-là, en juin 2017, que je me suis inscrite en école de naturopathie à l'école Euronature à Toulouse. En parallèle, j'ai cherché un emploi avec des compétences que j'avais, c'est-à-dire des compétences d'ingénieur, parce que je me suis rendu compte que à l'école de naturopathie, il y avait un certain prix pour s'inscrire et que j'avais besoin de pouvoir subvenir à mes besoins et payer mon inscription dans cette école de naturopathie. Pendant 3 ans, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur à plein temps dans le domaine du laser et les week-ends, j'allais en cours de naturopathie à Toulouse. J'avais un rythme de fou, mais je tenais parce que j'étais vraiment passionnée. Je sentais que enfin, j'étais à ma place. Je sentais que ça y est, j'avais trouvé le pourquoi je faisais les choses. Et du coup, ça m'a vraiment permis de tenir le rythme. Ça me donnait vraiment un sens de pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais.
J'ai appris tellement de choses sur moi à travers cette formation. J'ai compris l'importance d'avoir une vision globale de la santé. J'ai compris l'importance de la part émotionnelle et psychique que j'avais complètement mis de côté, moi qui avais tout misé sur l'alimentation au début et beaucoup sur l'hygiène de vie après. Et d'ailleurs, contrairement à d'autres camarades, moi, c'est en école de naturopathie que je me suis mis au sport. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, comme c'est des études qui sont assez intenses, qui arrêtent le sport pendant la période des cours de naturopathie. Ben moi, c'est l'inverse, parce au fur et à mesure de ce parcours, mon corps allait de mieux en mieux et j'arrivais à refaire plus de mouvements. Et puis, je pense que j'avais vraiment besoin de comprendre physiologiquement quels étaient les impacts du sport sur le corps. Et donc c'est ça qui m'a permis de vraiment rentrer dans le cercle vertueux aussi, en reconnectant avec un sport que j'adore et que je pratique toujours depuis, de manière très régulière aujourd'hui, c'est l'escalade. Dès la deuxième année de cours de naturopathie, j'ai commencé à faire des consultations à des proches et puis ensuite à des amis d'amis pour m'entraîner. Parce que j'ai eu conscience très rapidement que seule la pratique régulière pouvait m'apporter de la fluidité dans ma pratique de ce métier de thérapeute. La dernière année de cours, j'ai demandé un temps partiel à mon boulot d'ingénieur pour pouvoir commencer à planifier mon installation et me libérer du temps pour travailler plus sur mes cours et pour pouvoir me reposer parce que je sentais que l'année de transition, ça allait être intense. C'était en 2020. Et c'est très bien tombé pour moi parce que le premier confinement, c'est un moment qui m'a vraiment permis de prendre du temps pour moi. J'avais beaucoup moins de boulot et du coup, j'avais beaucoup plus de temps pour prendre soin de moi, pour me reposer, pour ne plus courir partout. Et ça m'a permis aussi d'alléger mon agenda de ministre que j'avais entre mon boulot d'ingénieur en semaine, mes études de naturopathie, les week-ends et les vacances, et puis les sorties avec les amis. J'ai enfin découvert pendant ce premier confinement ce que c'était que d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps off et ça m'a aussi permis d'avoir du temps pour, réfléchir à ce que je voulais pour commencer mon activité de naturopathe et ouvrir mon cabinet. Donc j'ai tout planifié, j'avais tout prévu pour pouvoir commencer à exercer en septembre, les lundis et les samedis matins, donc les jours où je travaillais pas en tant qu'ingénieure et j'ai trouvé un cabinet qui n'était pas trop cher, j'étais vraiment complètement prête à partir dans cette nouvelle aventure. Mais les choses se sont pas du tout passées comme prévu. Le printemps et l'été 2020 ont été très particuliers pour moi. J'ai rencontré de nombreux problèmes humains au sein de l'entreprise où je travaillais et j'ai subi du harcèlement moral et sexuel de la part de différentes personnes dans cette entreprise. Résultat, mi-septembre, je me suis retrouvée en arrêt de travail avec des énormes angoisses et des problèmes d'insomnie et clairement, j'avais pas du tout la tête à lancer mon activité de naturopathie. Donc je culpabilisais énormément parce que j'avais, très, très envie de me lancer dans cette activité et j'étais complètement prête. Mais en fait, je j'avais pas du tout la capacité d'accueillir des clients à ce moment-là et donc les choses étaient bien faites, mais les clients ne venaient pas. Il a fallu attendre 6 mois pour que je puisse quitter définitivement cette vie de salariée. Ces 6 mois, finalement, j'ai pris le temps aussi de créer mon site internet, réfléchir à comment est-ce que je voulais exercer et puis avoir quelques premiers clients, sur les moments où j'allais plutôt bien. Évidemment, c'est une période où j'ai ressenti énormément de stress et par conséquent, j'avais tous les symptômes physiques et émotionnels de la spondylarthrite. Donc beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue, pas beaucoup de mobilité. Forcément, au niveau moral, c'était pas une période très rose non plus. Et enfin, le jour où j'ai appris que ça y est, je n'étais plus salariée et que c'était définitivement derrière moi toute cette histoire, tout mon corps s'est réaligné et en l'espace de quelques jours, toutes mes douleurs ont disparu. C'était vraiment incroyable parce que ça faisait des mois que je me traînais des douleurs qui me réduisaient énormément ma mobilité et qui étaient vraiment, enfin que j'arrivais pas à résoudre justement par le côté hygiène de vie et alimentation. Mais je savais d'un côté que le côté émotionnel n'était pas du tout au clair puisqu'il y avait ce stress, il y avait ces angoisses, etc. Finalement, quand ça s'est vraiment complètement libéré, au moment où ça y est, j'étais libérée de cet ancien boulot. Dans la semaine qui a suivi la rupture de contrat, j'avais une dizaine de rendez-vous de naturopathie de pris et je sentais que ça y est, énergétiquement, il y avait quelque chose qui s'était ouvert, qu'il y avait un nouveau chapitre qui s'ouvrait et que ça laissait la place à une page qui était plus belle et plus épanouissante pour moi. Après ça, d'ailleurs, j'ai plus aucun symptôme physique de la spondylarthrite pendant presque 2 ans, donc ça, c'était vraiment incroyable. J'ai partagé mes activités au début entre les consultations au cabinet, des consultations de naturopathie et de réflexologie plantaire. Et puis en parallèle, j'ai formé des thérapeutes à l'utilisation des champignons médicinaux pour le laboratoire IFAS d'Atera. C'est des activités qui ont été vraiment hyper épanouissantes pour moi et que j'ai adorées. Et puis en continu, j'ai continué de me former à l'accompagnement de thématiques bien précises en naturopathie,
Mais aussi, je me suis ouverte à d'autres techniques, d'autres méthodes et d'autres approches thérapeutiques, et notamment l'homéopathie qui me passionnait depuis que j'étais petite. Mais il y avait quelque chose qui faisait que mes activités ne décollaient pas vraiment comme je l'espérais. En tout cas, je sentais qu'il me manquait un élément. C'était pas évident parce que j'avais aucun entrepreneur dans mon entourage proche, amical et familial, et c'était difficile pour moi de savoir quels étaient les codes qui fonctionnaient et quoi faire et comment. Je pense que j'étais vraiment restée dans cette mentalité, de salarié pour le coup, puisque il y avait que ça que je connaissais. Je savais pas trop ce que je pouvais faire de différent et comment. Et je pense que je m'autorisais même pas à imaginer que je pouvais faire quelque chose de différemment. Et c'est, début 2022 que les choses ont changé de nouveau. À ce moment-là, j'ai eu un coup de cœur et j'ai décidé de me faire accompagner en coaching par Anne-Claire Méret dans un programme de groupe qu'elle avait créé qui s'appelle Rise Up. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment, complètement reboostée. Je me suis rendu compte du potentiel que c'était de pouvoir se faire accompagner, de se faire soutenir dans ses activités d'entrepreneur par un coach. Je me suis rendu compte aussi de la force que c'était que d'avoir un groupe d'entrepreneurs du bien-être qui avaient des défis semblables aux miens et avec qui je pouvais échanger sur les différentes problématiques qu'on rencontrait, qu'on pouvait se soutenir et s'aider mutuellement à les dépasser et à s'encourager aussi pour célébrer nos réussites. Je me suis aussi rendu compte à ce moment-là, pendant cet accompagnement, de l'importance de mon état d'esprit pour le déploiement de mes activités. Ça, j'en avais conscience vraiment par rapport à ma santé, mais j'avais pas eu conscience à quel point c'était important de travailler sur mon mindset, donc sur mon état d'esprit, pour mon déploiement de mes activités en tant qu'entrepreneur. Et je m'étais pas rendu compte avant de toutes les croyances aussi que j'avais et qui me bloquaient et qui me freinaient dans le déploiement de cette activité. À partir de là, j'ai vraiment pris conscience que je pouvais créer une profession qui me ressemblait vraiment et qui vienne vraiment de qui j'étais moi. Comme j'avais adoré ce coaching de groupe, j'ai décidé de me former au coaching à mon tour auprès d'Anne-Claire en 2022. J'ai pris conscience du potentiel que ça ouvrait, à la fois en complément de la naturopathie pour aider d'autres personnes à reprendre les rênes de leur vie et à se réaligner par rapport à leurs valeurs et leurs aspirations profondes, mais aussi par rapport au développement de mes activités pour l'entrepreneuriat. En plus, dès 2021, j'ai été beaucoup en contact avec des thérapeutes, notamment à travers les formations que je faisais sur les champignons médicinaux. Et j'ai des naturopathes qui me contactaient régulièrement pour me demander des conseils sur l'installation, sur comment se faire connaître. J'avais une activité qui tournait quand même pas trop mal par rapport à certaines personnes qui commençaient juste. Donc j'avais de plus en plus de demandes de contacts. Et mes activités se sont peu à peu transformées l'année passée pour en arriver donc à ce que je propose aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je propose des accompagnements en visio personnalisés pour des personnes qui ont des maladies chroniques inflammatoires, mais aussi des accompagnements pour des thérapeutes qui souhaitent développer leur activité. Voilà un peu qui je suis aujourd'hui et comment est-ce que j'en suis arrivée où j'en suis actuellement. Concrètement, pour moi, les gros défis que j'ai rencontrés et que j'ai réussi à dépasser, c'était ce changement de voie professionnelle pour réussir à me reconvertir et à trouver quelque chose qui était épanouissant pour moi. C'était de passer du salariat à l'entrepreneuriat et de dépasser mes croyances pour pouvoir développer des activités qui me ressemblent vraiment et qui m'épanouissent sur tous les plans. Et surtout, aujourd'hui, la maladie, c'est plus un problème pour moi. J'ai fait la paix avec cette part de moi et je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Parfois, les symptômes réapparaissent lorsqu'il y a certaines choses qui sont désalignées dans certains domaines de ma vie et que je dois les transformer. Mais ça m'a permis de m'écouter plus. Je crois que j'ai vraiment appris à accepter cette part de moi et à transformer les choses quand je sentais que c'était pas aligné justement. Et que ça me donne comme un signal, cette maladie, pour avoir une écoute encore plus aiguë et plus attentive de mes besoins. Et tout ça, justement, tous les outils que j'ai acquis à travers mes différentes formations et que je transmets dans mes accompagnements, c'est vraiment ça qui me permet d'être à l'écoute et de réajuster en permanence là où il y en a besoin. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de pouvoir aider d'autres personnes à dépasser leurs défis de vie et à retrouver la paix avec leur corps et leur esprit et à se sentir apaisés, confiants et sereins par rapport à leur vie, comme je le suis aujourd'hui. C'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui et qui me passionne et je me remercie chaque jour de pouvoir m'être donné la possibilité de me créer cette vie qui me ressemble, cette vie sur mesure que je trouve à la fois passionnante et passionnée. Voilà un peu pour vous donner des clés pour que vous me connaissiez mieux. Je serais curieuse de savoir si certains des défis que j'ai vécus font écho avec ce que vous rencontrez aujourd'hui ou ce que vous avez rencontré dans le passé. N'hésitez pas à me contacter par message sur Instagram, je serai ravie de vous lire ou de vous écouter. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.
Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure ? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!